Donc, avec le soutien du ministère de l'Éducation, nous accueillons 2 conférencières aujourd'hui pour notre thématique sur la gestion de l'achalandage. Donc, je vous les présente rapidement. Il s'agit d'Isabelle Bérubé, qui est directrice à SNAP Québec et qui est spécialiste également en gestion de l'achalandage. Elle est également conseillère municipale à Saint-Bruno. Donc, merci d'être avec nous, Isabelle. Bienvenue. Je vous présente également Mme Estelle Paulus, qui est coordonnatrice en loisirs à la Ville de Latuque et qui est également membre du conseil d'administration de l'Association québécoise du loisir municipal. Donc, nous avons vraiment 2 belles expertises là, à entendre aujourd'hui. Quelques petites notions sur le déroulement de notre webinaire d'aujourd'hui qui est divisé donc en 3 grands blocs. Il sera d'une durée totale de 60 minutes. Et à la fin de chaque bloc, nous aurons donc un bon 5 minutes pour échanger avec vous. Donc, je vous invite tout au long du webinaire à nous partager les questions que vous auriez à l'intérieur de l'outil clavardage. Donc, je vous invite vraiment à utiliser celui-ci qui va être plus facile à gérer là, pour moi. Donc, utilisez seulement l'outil discussion de l'interface Zoom et on pourra donc prendre 3 fois 5 minutes à la fin de chacun des 3 blocs pour adresser certaines de vos questions. Je vous répète que l'enregistrement vous sera envoyé et également la présentation. Donc, toute l'intégrale des notes aujourd'hui que vous voyez à l'écran vous seront acheminées. Et donc, sans plus tarder, eh bien, je vous cède la parole, mesdames, sur une première définition de ce qu'on entend par plein air de proximité. Et puis, rapidement, nous irons voir ensemble les mesures de gestion pour mieux, justement, gérer l'achalandage. Ça me fait plaisir de retrouver sûrement certains de mes collègues à l'écoute là ce midi. Donc, justement, dans la presse ce matin, pour faire un lien avec le plein air de proximité, on disait que nos Québécois, notre monde passerait beaucoup de temps chez nous cet été pour leurs vacances. Donc, il faut s'attendre comme gestionnaire de site vraiment à les accueillir et à prévoir un achalandage aussi important que depuis les derniers temps. Donc, oui, on entend de plus en plus parler de plein air de proximité. Donc, en fait, c'est quoi? Oui, évidemment, c'est des sites qui sont à proximité de notre maison, de notre lieu physique. Donc, c'est un emploi qu'on va pratiquer toute l'année durant, qui est près de notre milieu de vie. Il est surtout accessible en termes de déplacement là, actif. Donc, on parle là, de 500 mètres à l'intérieur du périmètre là, de la maison. Plus particulièrement. Puis, c'est en fait un lien régulier avec la nature. Donc, quand on parle des gens qui recherchent le contact avec la nature, on a parlé souvent des sites de la nature là, dans les derniers temps. Donc, maintenant, les gens veulent se rapprocher et avoir un contact privilégié avec la nature. Donc, les gens recherchent soit par l'observation, par l'immersion ou être actifs tout simplement. Il faut considérer que quand on pratique le plein air de proximité, ce qu'on cherche aussi avec le contact de la nature, c'est d'avoir un site qui est invitant, qui est sécuritaire et surtout, on veut se déplacer pour observer la beauté des lieux qui va être mis de l'avant. Merci. Est-ce que tu permets que j'ajoute des petites choses sur la définition du plein air de proximité? En fait, juste pour vous faire la différence, à Saint-Bruno-de-Montarville, vous savez qu'on a un parc national qu'on héberge sur notre territoire, qui est le parc national du Mont-Saint-Bruno, mais on a aussi, donc, les citoyens ont accès à du plein air de proximité parce que la montagne est vraiment est là à proximité des quartiers résidentiels. Mais évidemment, on a aussi d'autres parcs qui offrent de la nature, qui sont plus des parcs urbains, mais qui répondent à cette définition-là quand même parce que ce sont des espaces naturels. Ce n'est pas un parc au sens très urbain du terme, là. Alors, il y a un lac, il y a des sentiers, de la forêt qui permettent aux citoyens donc d'avoir accès à des lieux pour sortir de chez eux, pour faire du sport et du jogging, du plein air de proximité. Vous savez que pendant la COVID, là, il y a eu une grande demande pour les espaces nature. Au cours de ma conférence, là, je vais vous citer quelques statistiques qui ont été publiées, colligées pendant la COVID par une organisation qui s'appelle les Parcs urbains du Canada. Et pour revenir à la proximité, là, bon, parmi les Canadiens qui n'ont pas eu accès à un parc dans un rayon de 10 minutes de marche à pied de leur domicile,
Alors, 10 minutes de marche, ça c'est comme la limite psychologique. Il y a 16 qui déclaraient qu'ils ne se rendaient pas du tout dans les parcs urbains pendant la pandémie, quand ça dépassait de 10 minutes de marche. Et c'était le cas de 3 de ceux qui vivent à proximité d'un parc. Alors, il y a une limite psychologique là, qui fait que les gens vont aller se rendre dans des parcs quand ils sont plus près de chez eux ou plus loin. Ça, c'est important de le garder en tête quand on parle de proximité. Alors, pour le contexte, là, vraiment, pendant la pandémie, vous avez vu qu'on avait eu un grand achalandage. Le plein air était déjà en grande popularité. Les gens, de plus en plus, étaient axés vers le plein air. Mais là, avec le COVID, on a observé que la demande était beaucoup plus forte. On a colligé à la SNAP Québec, la Société pour la nature et les parcs, des études là, qui démontrent qu'il y a des liens très forts entre la santé des populations et l'accès à la nature de proximité, encore une fois. Donc, c'est sûr que quand on est en contexte de pandémie, tout ça s'est exacerbé parce qu'il y a eu peu de population dans la grande région métropolitaine de Montréal qui avait accès à des lieux de nature. Fait que les parcs existants, comme celui des îles de Boucherville, le parc national du Mont-Saint-Bruno, ont été fortement sollicités pendant la COVID. Moi, je trouve que ça fait ressortir le fait que quand on a aménagé notre territoire au Québec, on a laissé pour compte la nature. Hein? On a aménagé de telle sorte que la nature n'était pas nécessairement importante. On n'a pas su voir à long terme quels allaient être les impacts pour l'accessibilité à des milieux comme ça. Là, je parle bien sûr de la région métropolitaine de Montréal. Peut-être qu'à la TUC, la situation est probablement complètement différente, Estelle. Alors, je pense qu'on peut poursuivre. On voulait faire un lien là, directement, vous savez, c'est ça que tu l'as évoqué, Isabelle, mais on a parlé souvent de prendre soin de notre corps dans les dernières années, d'incorporer les saines habitudes de vie, mais maintenant plus que jamais, d'incorporer la santé mentale. Je pense que le plan de proximité est venu vraiment combler ce besoin-là de prendre soin de soi. Donc, dans les mesures de gestion, évidemment, on arrive justement à cette conclusion-là que nos sites sont fortement achalandés. On pourrait dire heureusement, mais ça a amené certaines problématiques. C'est pourquoi on voulait s'attarder ce midi avec vous. Donc, évidemment, il y a des outils qu'on va développer au fur et à mesure. Hein. On est en plein au cœur de l'expérience dans la dernière année. Donc, l'année passée, l'été passé, on l'a vu. On a été un peu en réaction donc à la situation là, dans certains milieux. Évidemment, en milieu un peu plus ruraux, ça se fait un petit peu moins, comme le disait Isabelle, mais quand même, on a comme rôle là, en termes de municipalité ou gestionnaire de site, d'essayer de prévoir ce fort achalandage-là. Et pour ça, je le disais aussi tout à l'heure, on prévoit encore le même genre d'été qu'on a connu l'été dernier, donc c'est-à-dire que les gens vont prendre d'assaut là, nos sites de plein air. Comment on fait comment fait-on pour avoir créer un meilleur esprit là, au niveau du flux d'achalandage? Bien évidemment, vous avez sûrement déjà des statistiques que vous utilisez. Donc, plus que jamais, ça sera de les faire connaître. Là, on ne le dira jamais assez, mais au niveau des moyens de communication, on va y revenir tout à l'heure, mais ça va être de les faire connaître sous différents moyens. Évidemment, là, on va le préciser tout à l'heure, mais au niveau des médias sociaux, c'est on le sait, hein, c'est très tendance. Il ne faut pas oublier que c'est des outils qui sont très précieux. Et on a toutes sortes de statistiques qui démontrent aussi que les gens à très forte tendance utilisent en premier lieu les médias sociaux pour fréquenter un site. Donc, on va publiciser nos statistiques de fréquentation, on va publiciser les affluences, évidemment, parce que, vous savez, ce qui est important de retenir, c'est que les adeptes de plein air, avant tout, ne recherchent pas d'achalandage, évidemment. Donc, tout le monde y trouve son compte en termes de gestionnaire, nous qui développons nos sites, et en termes de pratiquants aussi de plein air. On ne veut pas arriver sur un site où c'est hyper achalandé. Donc, on a tout intérêt là, à mettre en commun des façons de faire pour publiciser les périodes là, où il y a des périodes un peu plus creuses. Donc, évidemment, c'est ça, donc on disait partager les données de fréquentation. Il y a moi un petit truc que je veux partager avec vous là, au niveau des équipes terrain. C'est que nous, on est en gestion, on va administrer nos sites, on va faire la promotion,
mais ne pas oublier, ne pas sous-estimer toutes nos équipes terrain, les gens qui collaborent là, sur nos sites à travailler sur le terrain, qui font des observations. Donc, ça va être souvent nos meilleurs alliés pour nous apporter des trucs ou des façons de faire pour mieux accueillir notre clientèle. Donc, des stratégies à garder en tête, évidemment, éviter l'effet d'entonnoir quand les gens rentrent sur nos sites. Donc, vous pouvez favoriser des books, c'est-à-dire de favoriser un lieu d'entrée et un lieu de sortie. Bien connaître vos capacités de site et la faire connaître. Adapter vos infrastructures en conséquence, bien évidemment, et sensibiliser vos visiteurs. Comme je le disais, personne ne souhaite connaître des bouchons de circulation ou avoir une surcapacité sur vos sites naturels. Donc, on a lieu de trouver des moyens, là, puis on va y revenir tantôt sur des solutions. Merci, Estelle. Je ne sais pas si tu voulais que je prenne la parole tout de suite, là, mais je me permettrais de renchérir avec le fait que c'est sûr que la pandémie a nécessité à solliciter beaucoup les équipes municipales et les équipes dans les parcs nationaux aussi. Rappelez-vous qu'au début de la période de pandémie, on a fermé complètement les accès aux parcs nationaux du 20 mars au 20 mai quand même. Là, il y a eu une fermeture complète. Les gens se sont mobilisés. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'avoir vu les articles dans les journaux. Les gens disaient « Redonnez-nous accès aux parcs. On a besoin de sortir en nature. » Alors, les gens ont exprimé un inconfort par rapport à ça. Les parcs ont rouvert avec des mesures de contrôle. On les verra plus tard, là, mais après ça, on a observé une hausse de la fréquentation de 41 des parcs. C'est quand même énorme comme hausse. Et la CEPAC, elle, a été obligée de produire rapidement un guide complet de gestion des mesures sanitaires là, qu'ils ont dû appliquer dans leurs 24 parcs nationaux. Alors, ça a nécessité beaucoup de temps et d'énergie des équipes. Tout le monde était en mode de gestion de crise, mais donc, ça fait partie des choses qui ont été mises sur pied pour contrer les impacts et gérer les flux. Ce qui est important de reconnaître, c'est que les adeptes de plein air recherchent vraiment une expérience positive. Donc, on est actuellement en mode planification de notre été. Il faut vraiment prévoir déjà le port achalandage sur différents moyens. Donc, si on y va, ben, en fait, on avait un exemple de Gatineau. Donc, ils publicisent, là, je ne sais pas si Marianne, on avait le. Donc, on voyait, là, Gatineau, c'est un exemple, eux, par la Gatineau, qui précise vraiment quels sont. On le voit de plus en plus sur les pages Facebook, d'ailleurs, quand on inscrit nos données. Donc, c'est des indicateurs forts, intéressants, là, avant de se déplacer sur un lieu pour mieux choisir nos sorties, là, en famille ou en groupe ou en solo pour mieux fréquenter nos endroits de plein air. Au niveau de la tarification, évidemment, c'est un autre moyen. Quand on parle de plein air de proximité, évidemment, pour certaines villes, habituellement, c'est très accessible, le plein air de proximité. On souhaite que ce soit accessible le plus possible. Donc, très souvent, on va avoir de la gratuité sur nos sites. Par contre, pour des parcs un peu plus majeurs, où il y a des frais d'entrée. Donc, évidemment, on va essayer c'est un moyen là, qui est quand même assez souvent utilisé en marketing, donc d'avoir les tarifs qui sont dynamiques en période plus creuse. Et ne pas hésiter là, d'avoir des promotions un peu plus alléchantes ou attrayantes ou originales pour répartir l'achalandage. Donc, un exemple, on crée la panse 4x4 après 4 heures pour 4 personnes à 44 $. Donc, évidemment, on joue sur les chiffres, mais des fois, ça peut être des incitatifs là, pour répartir notre monde sur nos sites. Oui, merci. Moi, c'est sûr que j'aimerais faire la distinction. Chez nous, il y a, évidemment, le parc national est tarifé, donc il y a des accès payants. Puis on a nos parcs de la ville de Saint-Bruno aussi, des parcs nature là, qui, eux, sont évidemment gratuits pour la population. Mais dans le cas de la CEPAC, évidemment, pendant la COVID, pour restreindre l'achalandage, là, il y avait un achat en ligne qui était obligatoire. Fait que quelqu'un qui se présentait à la Guérite sans avoir son billet d'acheter à l'avance se faisait refuser l'accès au parc. Toutes les entrées secondaires, ils ont installé des inspecteurs ou du personnel pour valider que les gens avaient bien leur carte de membre de la CEPAC. Sinon, on était refoulés. C'est sûr que c'est comme ça qu'ils ont contré le fait qu'il y avait beaucoup trop de monde sur les sentiers, puis les gens étaient
pouvaient pas respecter le 2 mètres. Mais ça a été une mesure qui a été mise en place dès la réouverture des parcs. Pour le ski de fond, ça a été la même chose. Vous vous souvenez qu'on a eu une saison de ski de fond extraordinaire. Ça faisait plus de 10 ans, moi, que je n'avais pas vu ça personnellement, mais on exigeait qu'on achète nos billets à l'avance et il y avait un quota de billets qui était donné. Donc, il est arrivé plusieurs fois où je n'ai pas pu aller pratiquer le sport auquel je suis habituée de participer, mais parce que je n'avais pas pu m'acheter de billets, les billets étaient simplement tous vendus à l'avance. Donc, c'est pour ça. Ben, je ne sais pas, Isabelle, si tu voulais. Ah oui, c'est moi qui parle de ça, c'est bon. À ce moment-là, oui, c'est ça, sur l'impact que ça a eu, donc la prise d'assaut de certaines entrées secondaires. Oui. Je te laisse aller, Isabelle. Ben c'est ça, il y a des sondages qui ont été faits après pour voir comment les municipalités avaient réagi, mais il y a 31 des villes qui disent avoir mis en place des réattributions temporaires de rue en faveur des piétons. Ça veut dire que pour permettre aux gens de sortir, pour permettre aux gens d'être distancés. Les milieux naturels ne suffisaient plus dans certaines zones. Il y a donc des rues qui ont été aménagées de façon piétonne pour permettre aux gens de sortir dehors. C'est quand même fabuleux. Là. On parle c'est pas juste Montréal, c'est à la grandeur du Canada. Là. Il y a eu des villes qui ont réagi comme ça pour permettre aux gens d'accéder à des milieux naturels. Ça me fait penser aussi qu'à la CEPAC, là, il y a des entrées secondaires. Hein? Probablement que tous vos grands parcs ont plusieurs entrées. Une entrée principale avec beaucoup de stationnement. Puis il y a des entrées secondaires qui sont plus distribuées dans les quartiers résidentiels. Alors là ça a été vraiment une catastrophe au niveau de l'impact sur les quartiers parce qu'on avait un afflux de voitures incroyable, des gens qui ne respectaient pas, par exemple, les entrées charretières. On se stationne un peu partout. Et ça a forcé le conseil municipal à adopter un règlement pour interdire le stationnement aux abords des entrées secondaires. Ça pose toutes sortes de questionnements sur l'accessibilité pour les résidents qui étaient habitués, par exemple, d'aller faire un petit jogging sur l'heure du midi ou faire un petit ski de fond sur l'heure du midi, puis que là, ils n'ont plus le temps parce qu'ils ne peuvent plus se déplacer en voiture pour se rapprocher des entrées secondaires. En tout cas, c'est sûr que ça questionne le conseil municipal à cet effet-là, mais c'est pour vous dire qu'il y a eu des mesures qui ont été prises rapidement pour contrer les impacts de cet achalandage-là sur les entrées secondaires. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va donner pour la suite. Donc, justement, en termes d'aménagement, c'est très important d'adopter des nouveaux comportements ou des nouvelles stratégies pour arriver à ces fins et pour ne pas décourager aussi l'ensemble de nos nouveaux adeptes ou des pratiquants déjà de nos activités de plein air. Donc, qu'est-ce qui peut être adopté en termes de stratégie? Donc, ne pas hésiter à adapter des infrastructures en termes de besoins de base. Hein. On sait quand on se déplace pour quand même un minimum de certaines heures, il faut offrir le stationnement. Donc, Isabelle l'a précisé, c'est quand même un enjeu considérable. Cependant, il y a des moyens de prévenir ça. On dit un petit peu plus bas, mais au niveau du système de navette bonifié. Donc, comment qu'on peut permettre de se rendre à un point X en partant d'un peu plus loin. Donc, aussi, on peut utiliser des stationnements satellites. Nous, à la TUC, on a des activités qui ont lieu précisément dans des milieux donnés. On utilise les week-ends avec la permission des industries ou des entreprises à proximité de leur demander d'utiliser les stationnements et à ce moment-là, on les promouvoit pour l'accessibilité de nos sites. De faire connaître aussi des endroits qui sont peu connus pour l'utilisation des stationnements ou des entrées qui sont, comme on disait tantôt, qui sont peut-être méconnues. Au niveau des services sanitaires, c'est primordial aussi, évidemment. Donc, il faut bien s'attendre à offrir ce service-là dans nos installations. Donc, ne pas hésiter à changer de vocation un bâtiment ou ajouter des toilettes chimiques en période de pointe. C'est bien important. Là, justement, quand on parle d'effet d'entonnoir, mais de disperser notre population sur nos sites. Et créer ou améliorer des sites, là, on ne dira jamais assez, mais dans les milieux municipaux, des fois, ne serait-ce qu'un espace vert à proximité de nos maisons, où justement, on peut se déplacer facilement à pied. Là, on parlait de grands centres avec des systèmes de navettes, mais évidemment, pour d'autres endroits un peu plus ruraux, ne pas hésiter là, de promouvoir là, des sites de plein air à proximité ou des fois, ne pas l'image que c'est un site de plein air. Moi, d'ailleurs, à la TUC, je reste près d'un terrain de golf, mais il y a plein de sentiers de marche
qu'on ne publicise pas, puis que les gens, même à proximité, ne connaissent pas. Donc, c'est important, là, des fois, comme municipalité, maintenant, d'en faire la promotion des sites qui sont potentiellement là, accessibles à notre population. Donc, ne pas oublier de garder en tête la qualité de l'aménagement qui va être un lien direct avec la qualité de l'expérience positive que les gens recherchent parce que les adeptes de plein air, il y en a des mordus, on va principalement toujours les avoir, mais nos nouveaux adeptes, on veut les garder. Donc, c'est important comme gestionnaire de site de tout mettre en œuvre là, pour qu'il y ait une belle expérience et prévoir l'aménagement adapté à tous les types d'utilisateurs. On verra un petit peu plus loin. Merci. Quand on parle d'aménagement, là, j'ajouterais que tout ce qui est équipement, ça s'inscrit là-dedans. Là. Il y a beaucoup de gens qui ont pas dénoncé, mais qui n'allaient pas dans les parcs parce qu'il n'y avait pas de toilettes. Hein. Fait qu'il y a 25 des municipalités qui ont réagi en installant des toilettes chimiques, en installant plus d'équipements pour répondre à ce besoin-là. Donc, c'est la moitié des gens là, qui disaient que par manque de toilettes ouvertes et accessibles, c'était une inquiétude majeure qui était liée à la fréquentation des parcs pendant la pandémie. Alors, on ne voulait pas se déplacer et être obligé de revenir après 10 minutes. Bon, par exemple, à Saint-Bruno, on a un grand lac qui est en plein cœur de notre ville avec des accès nature et tout ça. C'est un lac qu'on patine l'hiver. On a pu le patiner cet hiver. Les vestiaires étaient fermés. Les gens mettaient leurs patins dans leur voiture ou ils s'assoyaient par terre puis ils mettaient leurs patins. Alors, ça a eu un impact, mais les gens auraient souhaité qu'on puisse ouvrir les vestiaires, mais à cause des mesures de distanciation, c'était juste pas possible. Il n'est pas précisé, mais prendre en note que la qualité du site rime aussi avec l'entretien du site. Donc, ne pas hésiter à ajouter du personnel malgré les coûts supplémentaires que ça va engendrer, avoir des gens qui s'assurent d'un entretien de bonne qualité. On va parler de la fréquentation responsable tout à l'heure, mais comme responsable de ce devoir d'avoir des sites impeccables, parce qu'on sait que quand on a des sites impeccables, ben, les gens sont plus responsables aussi ou enclins là, à avoir une utilisation, là, une bonne utilisation là, des sites de plein air. Mesdames, c'est fort intéressant. À ce point-ci, je nous permettrai quelques questions. Donc, j'en ai reçu deux que je veux vous adresser. Donc, on parle notamment, puis Estelle, tu as mentionné un début de réponse, mais on parle de l'accessibilité aux espaces plein air, mais dans les milieux ruraux. Parfois, c'est à plus de 10 minutes de marche et donc, ça crée une certaine barrière psychologique, tu le mentionnais. Donc, à part des systèmes de navettage, à part, comme tu mentionnais, d'optimiser des espaces à proximité de ces centres-là, de ces milieux ruraux-là, est-ce qu'il y aurait d'autres pistes, particulièrement pour la clientèle non urbaine? Pour avoir accès au site? Pour justement créer des sites de plein air de proximité, mais pour une clientèle en milieu rural qui se retrouve obligée donc de prendre la voiture pour se déplacer à 20 minutes de la maison. En fait, ben justement, en milieu ruraux, c'est qu'on privilégie déjà d'un contact avec la nature bien souvent quand on se retrouve au cœur d'un village. Je vais en parler tantôt, mais en fait, un truc, c'est comme ville, c'est que souvent, bon, comme municipalité, on va privilégier ou on va inciter les gens à marcher. Des fois, on a l'impression qu'il faut vraiment aller loin dans un parc de plus grande envergure, ça dépend de ce qu'on recherche, mais nous, on veut vraiment inciter les gens à redécouvrir leur quartier. La marche, c'est une activité en soi, et justement, qu'on a le privilège de rester déjà dans la nature, ben tantôt on parlait d'immersion, hein, d'avoir un contact privilégié ou d'observer. Donc, en soi, c'est comment on vit cette activité de plein air-là. Donc, de redécouvrir tout simplement son quartier, son village, et de sortir des fois même dans des rangs pour aller marcher et prendre le temps d'observer la nature. Donc, ça peut être aussi simple que ça, là. Donc, comme municipalité, on a fait la promotion des décorations de Noël cet hiver. Donc, on a encouragé par des campagnes publicitaires les gens à sortir dehors et prendre une marche pour admirer les décorations de Noël. Et on peut le faire la même chose cet été pour l'embellissement des terrains. Donc, on sait que les gens ont fleuri leur terrain, ont mis ça gai, joyeux. Donc, on peut encore là encourager les gens à aller se rapproprier leur quartier et marcher tout simplement. Là.
Très inspirant. Isabelle, tu parlais tout à l'heure de stationnement. Donc, la question de Jessica, que pensez-vous de la tarification des stationnements dans les petits parcs, surtout dans les milieux ruraux où, par exemple, les sentiers sont gratuits? Est-ce que vous connaissez des exemples d'accessibilité pour les résidents par rapport à la tarification des stationnements? Écoutez, moi, les exemples que j'ai, les stationnements sont généralement gratuits. C'est sûr qu'il y a peut-être des municipalités qui font des choix différents par contrainte budgétaire ou pour restreindre les accès. Souvent, il y a des municipalités qui vont faire le choix de tarifer les non-résidents et de rendre le stationnement gratuit pour leurs résidents. C'est sûr qu'il y a toutes sortes de mesures qui peuvent être prises. Moi, je favorise l'accessibilité gratuite, c'est sûr, mais je ne peux pas me prononcer pour toutes les villes qui ont peut-être des enjeux financiers que je ne connais pas. Souvent, ce que je pourrais rajouter là-dessus, c'est que quand on met en place, quand on commence une nouvelle infrastructure, puis qu'on crée un parc, puis qu'on a des besoins financiers pour l'entretien, les sentiers, les bancs, l'achat d'infrastructures, tout ça, ça peut coûter très cher. Il faut penser aussi que ça prend des gens, des employés pour entretenir les parcs. Alors, peut-être qu'il y a des municipalités qui font ce choix-là d'aller chercher l'argent, le budget nécessaire à l'entretien par des mesures de tarification dans les stationnements. Une ville qui n'a pas besoin de faire ça, tant mieux. Ça permet, ça enlève cette notion-là de solliciter le portefeuille pour des gens qui n'ont pas nécessairement les moyens de se rendre. Ça peut être un frein, hein, une famille de plusieurs personnes qui veut profiter d'un parc. Si les accès sont payants, ça peut être un frein, clairement. Alors, c'est souhaitable de ne pas mettre de tarification, mais je comprends que ce n'est pas le cas de tout le monde. Merci. Donc, une dernière question pour ce bloc-ci avant de passer au prochain qui traitera plus des mesures de sensibilisation, notamment l'affichage, la fréquentation responsable. Donc, une question de Stéphanie qui nous dit connaissez-vous des outils spécifiques ou des stratégies pour comptabiliser les gens qui entrent sur le site dans le but de mieux connaître la capacité d'accueil? On parlait de gestion des flux tout à l'heure et de certains exemples de publiciser donc les statistiques de fréquentation. Est-ce que vous avez des outils très concrets à nous suggérer? Moi, le seul outil que je connais, c'est le bon vieux compteur. Là. Ça a été mis en place, nous, à certains moments, là, on voulait savoir combien de gens rentraient. Alors, il y avait une personne qui contrôlait les entrées, vérifiait si la personne avait son billet, puis là, il y avait un agent à côté qui comptait le nombre de personnes qui rentraient. Je suis certaine qu'au niveau technologique, il y a quelque chose de mieux que ça. Je sais que pour certains parcs, là, je ne pourrais pas m'avancer. Ah, tu vois, il y en a qui l'inscrivent. Je sais pour des réseaux de pistes cyclables, il y a déjà des bornes qui existent. Il y a différents systèmes. Là. Moi non plus, je ne voudrais pas m'avancer sur les mots, là, mais les gens pourront écrire justement dans la discussion. Mais je sais qu'à Québec, on a installé des bornes justement de fréquentation. On voulait savoir les points où il y avait vraiment de l'achalandage important sur le réseau des pistes cyclables à Québec. Donc, il y a vraiment des compteurs électroniques qui existent pour ce genre de... Oui, c'est ça, on le précise, là. Donc, ça c'est intéressant là, que les gens le précisent pour ceux qui en connaissent. Là, moi non plus, personnellement, je n'en connais pas d'autres. Moi, puis il y a du géoréférencement qui est possible aussi. Moi, j'ai déjà vu des cartes de sentiers de vélo de montagne là, où on savait exactement combien de personnes passaient à l'heure. Fait que c'est du géoréférencement à partir des téléphones cellulaires. Mm-hmm. Tout à fait. Donc, évidemment, tous ceux qui ont des pistes par rapport à des outils technologiques ou des outils concrets pour mesurer, effectivement, nous sommes preneurs. Donc, je vous laisse poursuivre, mesdames, sur les mesures de sensibilisation. Nous reviendrons un petit peu plus tard, donc, sur certaines questions qui m'ont déjà été posées par rapport notamment à l'affichage et à la fréquentation responsable. Facteur très intéressant, c'est important, hein, l'adepte de sensibiliser notre monde au milieu. On l'a vu beaucoup dans vos commentaires, d'ailleurs, pour ceux qui sont inscrits là, ce midi. Vous aviez une préoccupation importante par rapport au facteur environnemental. Là, Isabelle va le souligner tout à l'heure. Mais évidemment, qu'on a un contact privilégié avec la nature, ben ça égale le souci de l'environnement. Donc, avec le surachalandage, ça a pu inquiéter là, certains justement de l'impact et de la trace que ça laissait là, dans le milieu.
Également, on a affaire à une nouvelle clientèle, donc qui connaît peut-être moins l'éthique des sites de plein air. Donc, on a un devoir en termes de gestionnaire aussi de bien les éduquer et bien les sensibiliser. Donc, ça peut devenir justement intéressant pour nous aussi de sensibiliser là, nos gens là, à une nouvelle façon, bien pas en fait une nouvelle façon, mais de les éduquer justement à utiliser là, de façon responsable nos sites de plein air. Donc, on ne dira jamais assez là, au niveau de l'affichage des déchets. Évidemment, on a parlé d'aménagement tantôt, mais pour bien permettre aux gens, là, quand ils consomment, ils mangent dans nos parcs, bien, de mettre des quantités suffisantes de poubelles ou d'inciter les gens à rapporter leurs déchets avec eux. De rappeler là, de façon ludique aussi le respect de la faune et de la flore. C'est un exemple original là, d'une poubelle qui a été... en fait, c'est comme vous voyez, hein, c'est un terrain de basketball là, qui est identifié en poubelle. Donc, des fois, c'est des façons intéressantes, ludiques et un peu comiques de dire ben, je dispose de mes déchets et on a trouvé une façon originale de le faire. Mettre en valeur les milieux fragiles. Donc, quand on identifie nos sites, nos milieux fragiles et qu'on fait et qu'on présente nos milieux, ben des fois, on va les éduquer, puis en même temps, on va avoir une prise de conscience du milieu naturel dans lequel on évolue et sensibiliser sur l'impact d'un non-respect des mesures. Donc, qu'est-ce que ça peut donner comme impact si on fait des gestes là, contre la nature? Donc, on va en parler de l'affichage, mais toujours adopter un message clair et ludique, garder un entretien exemplaire, je le disais tout à l'heure, mais d'aller dans un milieu naturel qui est contraint de déchets, qu'on voit qui est très propre. Donc, ça va permettre aux gens, en tout cas, ça va avoir l'idée de rapporter leurs déchets et de continuer à entretenir là, le site. Là. Vous pouvez aussi développer le guide du parfait aventurier. On va le voir tout à l'heure au niveau de la TUC, mais on promouvoit l'aventurier chez nous d'une façon encore là très ludique, mais on peut inventer des façons intéressantes d'attirer nos familles aussi par un code du jeune aventurier. Donc, comment on doit agir en nature? Cette année, vous voyez la tour d'observation chez nous au Parc des Chutes. On met une affiche au bas de la tour d'observation cette année. On va inviter les gens à inscrire leur nom parce qu'ils ont fait une bonne action, ils sont venus en vélo. On les invite à monter en haut de la tour. Puis en apposant leur signature comme quoi ils ont fait l'action, ben pour nous, c'est une sorte d'engagement. Donc, on croit qu'en posant sa signature et en ayant cet engagement-là ou en démontrant qu'on a fait une bonne action, ben, ça va permettre aux gens d'être sensibilisés à l'environnement qui les entoure. Évidemment, bon, on parle toujours, là, on voit, il n'y a pas moi, je privilégie beaucoup l'affiche avec des messages qui sont plutôt positifs. Donc, on dit garder nos chiens dans l'Est, évidemment. Donc, on voit l'île Melville. Pensez toujours que vous avez des nouveaux adeptes. Hein? Je le dis depuis tantôt, mais on a plusieurs personnes. On parle de la diversité culturelle. C'est des gens qui n'ont pas connaissance du milieu du tout. On me parlait d'une surutilisation d'été pensé à l'île Melville, où les gens sont venus en masse faire différents sports, dont d'arbre en arbre. Ils sont arrivés pas chaussés, ils sont arrivés avec la petite sandale d'été. Bien évidemment, c'est une base quand on pratique des sports du plein air pour vivre une expérience agréable et sécuritaire, ben, ça prend des règles de base. On n'a pas hésité sur vos sites à promouvoir les règles de base, même si des fois on prend pour acquis, les gens le savent, ben, on s'adresse maintenant à une clientèle, une nouvelle clientèle de nouveaux adeptes. Donc, de revenir dans des petits messages tout simples pour connaître les codes de base, puis que l'expérience s'avère positive pour avoir ces gens-là à nouveau sur nos sites de plein air. Donc, c'est un exemple à la TUC chez nous. Tu es à la TUC parce que tu es un aventurier avec le code QR pour ne rien manquer. Donc, on promouvoit positivement le fait d'être un aventurier chez nous. Et par le code QR, évidemment, ça va nous diriger vers différents sites pour avoir accès aux pistes de vélo de montagne, aux pistes de randonnée. Je le disais tout à l'heure, on a un paquet de réseaux qui sont quand même assez méconnus. Des fois que nous, comme gestionnaires, on prend vraiment pour acquis en termes de municipalité. Mais plus que jamais, c'est important avec nos clubs locaux de promouvoir les sites qu'on connaît un peu moins. On a souvent tendance à mettre de l'avant nos parcs avec nos modules de jeu,
Comme la tendance est très au plein air, c'est soit qu'on découvre des sites, ne serait-ce que comme une piste cyclable qu'on déneige, qu'on rend accessible 4 saisons par année, 12 mois par année, puis on la rend accessible l'hiver. Chez nous, ça a fait un tabac là, pour la pratique de la marche. Donc, c'est une piste cyclable qui est utilisée l'été. Puis l'année passée, là, pour la première fois, la déneiger pour la marche. Donc, c'est des façons de faire où on peut disperser notre monde, disperser notre achalandage et créer des nouveaux sites là, de plein air. Donc, c'est ça. Ici, vous voyez là, un exemple chez nous là, de promotion qu'on a fait là, pour notre population. Oui, merci. En fait, il y a les Centras qui nous aident beaucoup. Si vous voulez vous inspirer, là, tout est là. Gardez en tête, réfléchissez avant de sortir, on se prépare bien. Ça prête, ça se peut qu'il y ait des fermetures, il faut rapporter nos déchets, il faut éviter les heures de pointe et les endroits achalandés. Estelle en a parlé, d'essayer de répartir la pointe. On penserait qu'on serait à Hydro-Québec avec la répartition de la pointe, mais c'est un peu la même chose. Il faut être prudent, appliquer les 7 principes de Centras. C'est des principes qui sont applicables partout, qu'il faut répéter pour sensibiliser les nouveaux adeptes notamment. Mais c'est sûr que le fait qu'il y avait beaucoup d'achalandage, ça a nécessité de communiquer plus souvent ces concepts-là. À Saint-Bruno, là, on a envoyé une note aux citoyens. Ça, je ne sais pas si vous connaissez le système Voilà. Là, on est abonné comme citoyen, puis on reçoit des petites notes. Il y a des communiqués qui sont envoyés, les médias sociaux, tout ça. Et là, on rappelle aux gens de faire attention au milieu naturel et tout ça. C'est drôle parce que je regardais sur Facebook les réactions des gens, puis les gens ne comprenaient pas pourquoi on leur envoyait ça parce que c'est déjà des adeptes réguliers des milieux naturels. Ils ne sortent pas des sentiers, ils ramassent leurs déchets et tout ça. Puis c'était un peu les commentaires. Les gens disaient: ah, ben moi, je suis toujours dans les sentiers, je ne comprends pas pourquoi on m'envoie cette note-là. Et dans les faits, c'est qu'avec le 41 d'achalandage de plus, c'est sûr qu'il y avait des gens qui n'étaient jamais venus nécessairement au parc national ou dans nos espaces nature. C'est des gens qui venaient de partout. Puis le besoin de communiquer ces messages-là, ben, c'est sûr que ça s'est intensifié. Je peux vous donner l'exemple, le fameux lac autour duquel on patine. On avait un plan d'aménagement pour réduire la taille du sentier, mais écoutez, tout est à refaire là, parce que le sentier a été tellement piétiné en largeur, les gens se distançaient pour respecter le 2 mètres, ce qui fait que le sentier, au lieu de mesurer maintenant 1 mètre, il en mesure 1,75. Fait que notre mesure pour le rétrécir est complètement à recommencer. Il va falloir y voir dans les prochaines années. Voilà, fait que, il y a plusieurs pistes d'action pour l'affichage. Estelle, je te redonne la parole. Donc, sensibiliser notre monde, nos nouveaux adeptes, nos citoyens, bien utiliser nos sites. Je l'ai dit tantôt, mais c'est primordial d'avoir des messages qui sont positifs. Donc, de bien accueillir nos gens qui se sentent bien, en sécurité, mais d'éviter c'est un peu contradictoire tout ça, mais c'est à vous, comme gestionnaire, à voir de quelle façon vous voulez le prendre. Mais on veut éviter la pollution visuelle, évidemment, dans un site naturel de plein air. Mais donc, quand on donne des messages, quand on va faire de l'affichage, bien, tantôt on l'a dit, de mettre en évidence des messages qui sont clairs et qui sont positifs pour une bonne pratique, là, je pense que tout le monde va être gagnant. Oui, merci. À la prochaine, on a le top 5 des solutions là, pour l'affichage. C'est encore tiré du même sondage dont je parlais tout à l'heure. 96 des installations de messages sur les comportements à suivre. Alors, c'est quand même la totalité presque des sites qui ont mis en place des installations pour dire aux gens quoi faire, quel comportement adopter. Il y a eu 96 de gens qui ont fait des campagnes sur des médias sociaux. Encore une fois, ramassez vos déchets, ne sortez pas des sentiers, respectez la nature, respectez la biodiversité, tout ça. Il y a quand même 41 de municipalités qui ont déployé plus d'agents pour donner des contraventions sur le non-respect de certains règlements municipaux. 40 qui ont ajouté du personnel
qui n'était pas dans le coercitif, mais plus dans l'information et la sensibilisation. Hein. C'est quand même beaucoup, 40 et un tiers qui a attribué des routes et des rues pour une meilleure distanciation. Ça, c'est quand même intéressant de le relever. On voulait juste porter à votre attention, là, la fiche que vous voyez à votre gauche, c'est sur le territoire chez nous. Mais on trouvait ça extrêmement intéressant de préciser que c'est une entreprise de chez nous qui est un terrain privé, là, on le mentionne en rouge, mais l'entreprise privée dit, parce que c'était vraiment un site qui était très, très achalandé chez nous, qui était utilisé par les gens, mais c'est un terrain qui est non public. Mais l'entreprise a décidé de permettre quand même l'utilisation de son terrain, donc elle précise profiter des lieux, mais respecter l'environnement. Donc, quand on parle de message positif, je pense que c'est un bel exemple là, à retenir. Tout à fait. Et là-dessus, Estelle et Isabelle, je rebondis sur une question de Judith. Vous venez d'y répondre en partie, mais connaissez-vous d'autres stratégies que peuvent adopter les municipalités qui ont plusieurs sites de plein air de proximité de grande qualité, mais qui sont de nature privée? Donc, cet exemple-ci en est un bon. À part acheter des nombreux terrains, à part créer justement des ententes sur la fréquentation des sites, est-ce qu'il y aurait d'autres stratégies pour les terrains privés? Des ententes avec les propriétaires, c'est ce à quoi on fait référence par entente. Moi, j'en connais pas d'autres. Peut-être Estelle, je ne sais pas. Est-ce qu'on faisait mention par rapport à un terrain privé dédié à la pratique d'activités ou de plein air? J'ai l'impression que oui, plusieurs sites de plein air de proximité de grande qualité, oui. C'est sûr que comme municipalité, on a intérêt à faire connaître. Là, on est justement dans le terme de promotion. Donc, c'est sûr que de s'allier même si c'est à titre d'entreprise privée, selon moi, c'est important des fois de faire des campagnes de promotion qui peuvent être complémentaires. Parce qu'un ne va pas sans l'autre. La ville, le milieu public, oui, fait la promotion des sites de plein air, mais en fait, on veut qu'il y ait l'utilisation un petit peu partout de nos sites. Donc, je pense que c'est important d'en faire la promotion. Je ne suis pas certaine de répondre à la question, là, je suis désolée, mais oui, je pense qu'il y a des ententes. Je pense que quand on travaille tout le monde ensemble, tout le monde est complémentaire, là, justement. Donc, moi, je ne le vois pas en compétition là, du tout. Là. Donc, dans les pistes de solutions, au niveau de la promotion, ne pas hésiter à augmenter la promotion des espaces nature. Donc, favoriser là, des sites qui ne sont pas étiquetés plein air. Je le donnais comme exemple tantôt aussi, mais sur le terrain de golf, il y a des sentiers de raquettes ou de marche qu'on ne fait pas la promotion parce que ce n'est pas le site étiqueté de marche, mais c'est des sentiers de randonnée pédestre qui sont quand même identifiés. Donc, ne pas hésiter à aller faire l'inventaire de nos activités. Faites-le aussi avec vos groupes chez vous, vos associations. Et vous allez être surpris de voir là, bien souvent par territoire tout ce que vous avez à offrir. Et ensuite de ça, c'est de le faire connaître. La communication, c'est vraiment le meilleur moyen. Ensuite de ça, de permettre d'avoir une discussion de l'achalandage peut-être plus équitable. Je l'ai dit tantôt, inviter la population à revisiter votre quartier. Donc, la marche fait partie aussi d'une activité intéressante de plein air. Promouvoir une entrée moins populaire. Encore là, des fois, on va prendre pour acquis que c'est les entrées majeures par lesquelles on doit circuler. Souvent, il y a des entrées secondaires que les gens ne connaissent pas, donc bien les faire connaître. Pour une meilleure répartition aussi de vos citoyens, vous pouvez organiser des activités ou des événements ludiques. Ça peut être par l'activité d'initiation, de découverte, des festivals. Prenez des plages horaires, justement, qui sont moins achalandées pour répartir mieux votre population. Puis, ça va permettre aux gens peut-être de créer des nouvelles habitudes, de fréquenter vos sites le matin, disons, plutôt que l'après-midi. Ils pourront peut-être avoir une nouvelle expérience positive. Ils vont peut-être y retourner sur une autre plage horaire là, qui sera différente. Et opter pour des stratégies de diffusion actuelles. Ne pas hésiter de revenir à la bonne vieille méthode de la radio locale. Donc, ça peut être, là, en fait, nos citoyens, ce sont des touristes. Donc, on insiste beaucoup sur le fait que, vu que nos gens vont rester au Québec, de refaire des campagnes promotionnelles, un peu touristique pour inciter les gens à passer les vacances chez vous, mais en même temps de leur donner des idées d'utiliser vos sites de façon différente, toujours dans une optique de mieux répartir l'achalandage là, sur vos sites. Vous pouvez utiliser aussi, Marianne, tu peux penser à l'autre, vous pouvez utiliser aussi des gens influents chez vous qui deviennent des ambassadeurs. Donc, encore là, à vous de voir de quelle façon vous voulez répartir mieux votre achalandage sur vos sites ou quel site vous désirez mieux faire connaître pour distribuer l'affluence de façon peut-être plus égale.
Mais n'hésitez pas à demander à des gens d'influence chez vous et faites des rencontres improbables aussi, là. Ça peut être un élu, mais ça peut être quelqu'un qui est très impliqué dans le milieu, qui a une entreprise, tantôt par d'entreprise privée, mais pourquoi pas aller chercher le propriétaire ou quelqu'un d'impliqué dans une entreprise de plein air et lui faire passer un message à la radio locale pour inviter la population ou les touristes à accéder à des sites de plein air chez vous. Donc, ça peut être un moyen là, intéressant de faire la promotion de vos sites. J'ajouterais qu'en termes de promotion, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire encore connaître, qui sont peut-être méconnues. Là, c'est notamment les liens entre la fréquentation des milieux naturels, des parcs et la santé des populations. Là. Je citerai en exemple les Japonais qui ont inscrit dans leur programme de santé publique là, des prescriptions pour aller prendre des bains de forêt. Je ne vous dirai pas le mot en japonais parce que toutes les fois que je le dis, je le dis de la mauvaise façon, mais c'est vraiment une prescription nature. Ils ont vraiment conceptualisé, intégré totalement dans leur programme de santé publique cette notion-là. Donc, c'est de plus en plus démontré. Là, la science est formelle à cet effet-là. Il y a des bénéfices santé sur les populations. Moi, je pense qu'on doit aussi faire une promotion des milieux naturels pour ces impacts positifs-là. Ça joue aussi un rôle au niveau du climat. Encore une fois, c'est des représentations qui doivent être faites là, pour démontrer que quand on protège les milieux naturels, on agit positivement sur le climat. Fait que moi, je pense qu'on doit aussi communiquer là-dessus sur l'importance de protéger, de créer plus d'espace pour favoriser l'accessibilité de ces milieux-là. C'est-à-dire, plus il y en a, bien, plus ils vont être accessibles, plus les gens vont adopter des saines habitudes de vie. Je nous permettrai une question à ce point-ci pour aller rapidement, en 5 minutes, traiter de notre dernier bloc et se permettre un dernier moment d'échange avec tout le monde. Donc, j'ai 2 questions par rapport à l'encadrement, le personnel d'encadrement. Donc, j'ai Jessica, par exemple, qui nous donne l'exemple dans son milieu, qui a donné l'accès à un parc et donc l'achalandage a augmenté. Et ça a occasionné donc la pratique de nouvelles activités qui ne sont pas toujours nécessairement souhaitables sur la conservation des milieux naturels notamment. Donc, il n'avait pas suffisamment de personnel pour faire une surveillance. Donc, comment on gère l'encadrement à ce moment-là? Est-ce que nous devrions interdire certaines activités? Est-ce que c'est d'aller justement chercher le personnel? Quel type de personnel? Est-ce que la police peut jouer un rôle? Donc, je serais curieuse de vous entendre là-dessus. Moi, c'est sûr que je miserais plus sur l'information, la sensibilisation avec de l'affichage. Hein, les gens ignorent qu'en sortant des sentiers, ça peut avoir un impact vraiment important sur la petite faune, les petites souris, les petits mulots qui se promènent, qui se rapprochent des sentiers. Dès qu'on sort des sentiers, si on a des chiens, puis qu'on n'a pas une laisse très courte, c'est démontré scientifiquement. Là, il y a un impact sur la biodiversité quand on sort des sentiers. Là, je ne parle même pas de piétinement, je parle des impacts sur la petite faune. Fait que, je pense qu'il faut communiquer ces informations-là aux gens. Souvent, ils ne se rendent pas compte qu'en sortant des sentiers, par exemple, ils vont avoir un impact. Ils pensent que c'est relativement minime comme impact. Fait que je pense vraiment que la solution, c'est par une meilleure information, sensibilisation, communiquer sur les impacts de ces mesures-là. Malheureusement, c'est sûr qu'il y a toujours des gens qui vont pas respecter les consignes, mais en tout cas, moi, je pense que ça fait partie de la solution. Parfait. Donc, allons-y avec les mesures de développement rapidement, notamment en termes d'accessibilité, d'embellissement d'espaces existants et d'équité en plein air de proximité. On parlait tout à l'heure de ce que les gens cherchent en plein air de proximité, bien, de mettre la beauté du site de l'avant, c'est important. Donc, ne serait-ce qu'embellir vos milieux, peu importe, là, comme on l'a dit tantôt, mais en milieu un peu plus urbain ou ruraux, des fois de juste rajouter quelques fleurs à l'entrée de votre site, rajouter une table à pique-nique, une poubelle. C'est des trucs de base, mais évidemment, c'est ce que les gens recherchent aussi. Aller faire un pique-nique sur l'heure du midi rapidement, mais qu'on a un espace vert à proximité qui est accessible pour luncher, avec un petit sentier pour s'y rendre. Bien, évidemment, ça devient un site de plein air de proximité. Donc, les gens ont eu accès à la nature rapidement près de chez eux. Et bien, ça a peut-être permis de ne pas prendre leur voiture sur l'heure du dîner. Donc, en plus d'avoir marché, d'avoir un contact avec la nature, bien,
on n'a pas fait démarrer la voiture, donc on laisse aussi là, notre empreinte environnementale, là, donc c'est intéressant. Donc, ne pas hésiter d'embellir vos espaces qui sont déjà existants parce que les utilisateurs recherchent la beauté des sites. Ouais, mais on a été obligé d'ajouter des tables à pique-nique à peu près tout le monde, je dirais, et aussi de donner plus de budget pour ramasser des poubelles parce que tous les poubelles publiques étaient systématiquement pleines. Vous avez certainement vécu ça quand on a eu une période de chaleur là, en printemps hâtif. Là, les travaux publics n'étaient pas prêts à vider les poubelles à une fréquence plus estivale. Tout le monde s'est fait prendre. On a été obligé de déployer plus d'effectifs. Au niveau de l'impact, de l'accessibilité, on l'a dit tout à l'heure, mais l'accès à un parc, on parle de proximité, évidemment, c'est d'éviter les déplacements le plus possible. Donc, ce qu'on précise, c'est qu'à l'intérieur de 500 moines là, de la résidence, les gens vont faire facilement plus d'activités, en moyenne 21 minutes de plus. Donc, il est essentiel là, en termes de gestionnaire où vous participez là, au développement de vos sites de plein air chez vous, de vous adresser à différents niveaux de pratique. Donc, de ne pas oublier que oui, on s'adresse souvent à la famille ou aux néophytes. Moi, je pense à mes clubs de plein air, c'est souvent des gens qui sont très, très néophytes dans leur sport, des gens qui sont très passionnés, mais en même temps, en termes de municipalité, il faut s'adresser à tous. Donc, ne pas oublier, quand on parlait d'accessibilité, mais de ne pas oublier qu'on s'adresse à des gens à faible revenu, à mobilité réduite, aux familles, à nos aînés. On est beaucoup dans un développement de politique amis des aînés. Donc, de ne pas hésiter à garder nos gens actifs et de leur permettre de pratiquer davantage d'activités de plein air. Je voyais qu'il y avait une question, Marianne, je vais tenter de répondre quand Isabelle prendra la parole. Donc, oui, l'équité. Ouais. Je ne sais pas si tu voulais prendre la parole là-dessus, Estelle, là, mais je pourrais juste commencer en disant que ça a été démontré que les parcs, les espaces verts, c'est des lieux de mixité et d'égalité, justement parce que ça ne coûte rien rentrer. Fait que tu as une mixité de gens qui se retrouvent là. C'est excellent pour la mixité sociale. Dans le sondage que j'aime bien vous citer depuis le début de la conférence, il y a 82 des personnes résidentes au Canada qui déclarent que leurs parcs sont encore plus essentiels pour leur santé mentale depuis la pandémie. C'est quand même 82 des gens qui disent qu'ils reconnaissent que le parc près de chez eux a eu un impact positif pour eux. Pour les personnes seules, c'est majeur. 38 des personnes qui ne vivent pas seules déclarent que les parcs sont devenus plus importants pour leurs rapports sociaux. Ce taux augmente à 47 pour celles vivant seules. C'est la moitié des personnes vivant seules qui disent que les parcs sont devenus plus importants pour leurs rapports sociaux pendant la COVID. Pendant les 4 derniers mois, vivre seul, ça c'est une personne qui dit ça, là, pendant les 4 derniers mois, vivre seul veut dire que mes seuls contacts humains se résument à des promenades. Il y a des gens qui n'ont pas vu personne pendant 4 mois, sauf les gens qui voyaient dans des parcs. Sans des accès, tout ça aurait été beaucoup plus difficile. Alors, fin de la citation. Donc, et maintenant, que doit-on faire? Donc, il faut retenir qu'on va encore gérer de l'achalandage sur nos sites de plein air. Je pense que pour tout le monde, vous savez que c'est une très bonne nouvelle, c'est ce qu'on souhaite. Donc, évidemment, on va devoir mieux répartir l'achalandage. Ce que l'Observatoire québécois du loisir mentionne, c'est d'augmenter les dépenses annuelles d'entretien et de marketing. C'est 2 éléments qu'il faut retenir. On en a parlé pendant 1 heure. Donc, d'avoir embellir nos sites, de bien les entretenir, de faire la promotion, donc d'avoir des outils, développer des outils de communication. Ça va avoir un impact positif sur l'utilisation. Puis, de ne pas hésiter aussi d'utiliser vos kinésiologues, les gens du CIUS de votre chez vous pour mieux promouvoir vos sites. C'est des excellents ambassadeurs aussi de l'impact que ça peut avoir là, pour l'utilisation de vos sites de plein air. Donc, miser sur la créativité et les nouvelles technologies, évidemment, c'est indéniable. Développer une vision commune tout en se positionnant comme un leader en termes de ville. Vous allez le voir dans le guide là, qui sera émis bientôt là, par le gouvernement du Québec, mais évidemment, nos clubs de plein air sont des ressources précieuses avec des gens, une volonté de faire, qui ont une vision, une expertise qui ont développé depuis les dernières années. En termes de municipalité, ne pas hésiter à faire appel à eux pour mieux travailler, collaborer ensemble sur le développement des sites de plein air de proximité.
Favoriser, ben, c'est ça, je viens de le préciser, les concerter nos acteurs du milieu. Ne pas oublier pour que nos élus adhèrent au développement de nos sites de plein air de proximité. On l'a dit, ça tient souvent à bout de bras par certaines organisations bénévoles. Ne pas hésiter à faire adhérer vos élus. Tantôt, on peut faire un petit lien avec les campagnes de promotion, nos ambassadeurs. Donc, ne pas hésiter à aller chercher des élus puis leur faire prendre part à une campagne de promotion pour inciter nos gens à bouger. Si nos élus adhèrent à cette philosophie-là, ben, je pense qu'ils pourront permettre d'avoir des budgets supplémentaires là, pour améliorer nos sites de plein air de proximité. Être proactif, on le sait, on va gérer encore de l'achalandage, donc ne pas hésiter à tout mettre en œuvre pour bien accueillir notre monde cet été et que les gens aient une expérience positive du plein air de proximité pour qu'on puisse les garder comme adeptes. Oui, et j'ajouterais, il faut plus de parcs. La cible internationale, c'est 30 de protection du territoire d'ici 2030, 30 Là, on a vu clairement qu'on avait un manque d'espace nature. Il faut reconnecter avec la nature. Alors, moi, je pense que c'est des pistes d'action pour le futur. Il faut donc créer des nouveaux espaces nature accessibles à la population. Un grand merci, mesdames. Donc, on l'a vu, mesures de gestion, mesures de sensibilisation, mesures de développement. Je nous permets une dernière question. Malgré tout, malgré l'application de toutes ces mesures, ces conseils, on a fait la promotion, par exemple, d'espaces un peu plus méconnus. Les gens nous disent, oui, mais si on a quand même un achalandage important dans ces espaces-là, c'est qu'est-ce qui nous permet de décider si je décide de tarifier, par exemple, je décide d'ajouter une surveillance. Il y a des gens qui nous disent je fais appel régulièrement à la SQ à la demande des citoyens pour les débordements. Donc, qu'est-ce qui nous guide dans ce choix-là? Est-ce que je ferme certaines activités, je contrôle en ajoutant un tarif ou j'ajoute des gardiens, par exemple, à l'entrée du parc? Donc, qu'en pensez-vous là, de ce fameux dilemme là, qui n'est pas évident? Là? Il faut bien connaître notre capacité d'accueil, on le dit en entrée de jeu, puis on n'a pas intérêt à avoir des gens pendant les périodes d'achalandage parce que c'est pas ce que les gens recherchent. Donc, moi, je pense qu'on pourrait se concentrer davantage sur les périodes qui sont un peu plus creuses et comment on fait pour déplacer notre achalandage, parce que si on examine notre 7 jours, on sait que les gens travaillent, mais on tombe dans une période de vacances là, dans les prochaines semaines. Donc, comment on peut faire pour combler les plages horaires qui sont peut-être plus disponibles et comment davantage les promouvoir? Donc, oui, les périodes de fort achalandage sont là, mais ce n'est pas dans l'intérêt de tout le monde, autant les gestionnaires que les pratiquants. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment bien connaître notre site, nos périodes d'achalandage et de permettre d'avoir des outils pour mieux disperser notre achalandage. Donc, tantôt, on l'a dit, par les outils de promotion, mieux faire connaître nos capacités d'accueil, utiliser les pages Facebook pour l'affluence, proposer des activités d'initiation pour déplacer nos gens dans d'autres périodes dans la semaine. Donc, ça peut être des petits outils de développement. Fort intéressant. Je tiens à vous remercier tous d'avoir interagi avec nous, de nous avoir posé vos questions. Donc, vous avez été nombreux à le faire. On a tenté d'y répondre au maximum, puis on va assurer une suite lorsqu'on pourra là, sur certaines questions. Un grand merci, Estelle Paulus, Isabelle Bérubé, de vos conseils fort pertinents aujourd'hui. Donc, je vous invite à rester à l'affût de ce guide qui sera publié tout prochainement sur le plein air de proximité. Il fournit vraiment un parfait outil pour le développement local et municipal. Donc, je vous remercie à tous. Restez à l'affût également des activités du pointeur en vous abonnant à l'infolette. Et donc, on se dit à une prochaine activité et à bientôt. Merci. Merci. Bon été. Je pense que mon ordi va fermer, les filles. Il y a une mise à jour. Oh, en tout cas, ton micro est fermé. On t'entend plus. Fait que je comprends.